Je me tourne vers vous, Arnaud Frey, entrepreneur, et avec une double casquette. Hein. On parle de comment passer du prototype au marché, une formation à la base d'ingénieur, hein, donc expertise, et puis passer Vous pouvez aussi par... citer l'école, ça ne me dérange pas. Oui, 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 non, mais j'ai bien taquiné Xavier Cornu, il a bien percuté, donc c'était très bien. Et en même temps, vous êtes passé par une formation commerciale qui fait que vous êtes allé naturellement vers l'entrepreneuriat. Racontez-nous l'aventure Extia. Alors plus exactement, moi je suis ingénieur diplômé d'Essier Paris, qui est une école d'ingénieurs de la Chambre. J'ai reçu mon diplôme ici il y a 15 ans maintenant. Je pense que le diplôme, on ne doit pas en avoir honte et c'est pas un étendard. Et ça me permet de rebondir un peu sur ce que j'ai ressenti lors du premier débat que j'ai trouvé intéressant. J'ai deux thèmes avant de vous répondre. D'abord, je trouve que le sport national en France, c'est d'opposer les gens, d'être un peu clivant. Donc tout le monde en a un peu pris pour son grade. Hein. Il y a eu le ministère de l'Éducation nationale, il y a eu les jeunes, il y a eu les chefs d'entreprise, les entreprises, il y a eu les conseils régionaux. Et c'est vrai que dans cette dynamique-là, je pense qu'on va avoir du mal à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que vous parliez de travail d'équipe. En France, on a un peu cet aveu de faiblesse qui est de pointer ce qui dysfonctionne sans avoir forcément un vent d'optimisme qui permet de faire bouger les lignes réellement. Bon, c'est mon sentiment que je vous exprime, mais l'autre point, c'est qu'on a une grande tendance également en France à mettre les personnes dans des cases. Et donc, on a été un peu éduqué comme ça. Hein. Moi-même, j'ai grandi dans une case. Je me suis retrouvé dans ce que vous décriviez, effectivement, les discussions ou insistant à des échanges entre mes parents. Il y a certains cours qui prenaient plus de relief quand j'y assistais. Et on ne se rend pas forcément compte, quand on est jeune, de la chance que l'on a du milieu dont on provient. Donc très clairement, quand on a mis ça en fait comme postulat, on se rend compte que la compétence, c'est pas vraiment un sujet, parce que dans le monde qui bouge finalement très vite, on a une obsolescence excessivement rapide des compétences. J'ai vu passer votre petit slide sur les 10 métiers qui étaient en tension, qui n'existaient pas en 2004. C'est une réalité. Alors j'ai un autre slide qui m'a fait peur, c'est les métiers dans 30 ans. Alors celui-là, je pense que je n'étais pas le seul, il y avait quelques remarques dans la salle. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour Ouais, imaginer justement ce que ça va être. Hein. Le nano-médecin, il m'inquiète beaucoup celui-là, mais bon, c'est celui qui m'a un peu impressionné. Et c'est vrai que donc je suis ingénieur, j'ai pas eu de formation commerciale, j'ai toujours eu une appétence pour ces fonctions-là. Et c'est un peu naturellement que je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Juste quand, par mon parcours de personne salariée, j'ai eu l'impression de me retrouver face à un mur. Et que donc, je me suis dit, fonce. Alors moi, mon père est directeur de recherche au CNRS. Alors pour le coup, j'ai pas du tout grandi dans un environnement entrepreneurial. Pour autant, ce qui m'a transmis, c'est qu'il travaillait pas, c'est qu'il s'amusait. Et en fait, La passion. Voilà, la passion. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et c'est pareil, ne stigmatisons pas les jeunes qui sont pas passionnés. S'ils sont pas passionnés, on a sûrement un rôle à jouer pour les passionnés. Donc on est beaucoup dans le constat, hein, je reviens sur la première idée. Et donc du coup, la société que j'ai créée il y a maintenant 7 ans et qui compte plus de 700 salariés, c'est une société qui a vraiment misé et parié sur la personnalité et la capacité des gens à s'adapter. Dans une logique un peu liée à Darwin, en disant que la théorie de l'espèce, hein, ceux qui survivent, c'est pas les plus forts, hein, c'est ceux qui s'adaptent. Hein. Donc après, il y a l'exemple des dinosaures, etc. Donc, il y a d'ailleurs deux signatures très intéressantes, un management agile et du bien-être au travail et un incubateur de talent, ça veut tout dire. Alors l'incubateur de talent, j'ai une DRH qui m'explique que c'est une expression hyper galvaudée, ça date de ce matin, c'est pour ça que je rebondis dessus. Ouais. En revanche, il y a quelque chose qui nous caractérise réellement et qui est basé sur le d'abord qui, ensuite quoi. Et finalement, ça résume un peu également le débat d'aujourd'hui, à savoir que si on s'intéresse vraiment à ce qu'est la personne, quel est le sens qu'elle porte aux choses, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle pense pouvoir apporter, alors le travail en équipe, c'est plus vraiment un sujet parce que ça va s'auto-organiser. Et c'est un peu la magie finalement du management agile. Et là, je vais être un peu plus critique. Dans le premier débat, j'ai entendu beaucoup parler d'agilité. C'est vrai que c'est un terme qui est très à la mode en ce moment. Je tiens à dire que l'agilité, ça vient principalement, et ça a été prôné sur les bases du lean management, donc tout ce qui est théorie d'amélioration continue au départ. Donc c'est quand même une idée très, très ancienne hein, qui vient du Japon.
Mais c'est également, plus que ça, une philosophie. Et cette philosophie, elle repose également, et d'ailleurs il y a un professeur à l'ESCP qui s'appelle Isaac Getz qui parle beaucoup du bonheur dans l'entreprise et qui parle finalement de l'entreprise libérée où chaque salarié va finalement être un contributeur clé. Et donc du coup l'agilité c'est ça, on parle plus finalement de chef, de patron, on parle de servant leader finalement. Le leader c'est l'équipe finalement qui va le désigner, il va servir l'équipe et non pas finalement des possibilités de servir son propre leadership. Le leadership, ça se décrète pas, c'est finalement l'équipe qui doit vous le confier. Et c'est vrai que quand on est dans un monde, et parce que c'est vrai que j'ai résumé ça à la France, et c'est peut-être injuste, où on oppose les gens, où on met les gens dans des cases, bah pour le coup, être agile, être capable de s'adapter rapidement, il n'y a pas besoin pour le coup d'avoir soit un fort diplôme, soit d'être très compétent, ou une éducation quelle qu'elle soit, pour se rendre compte que c'est pour le coup une équation qui est très compliquée à résoudre. Et c'est vrai que on m'a dit, je terminerai là-dessus pour conclure sur Extia, un des conseils qu'on m'a donné, c'était d'avoir toujours 2 coups d'avance. Alors ça peut paraître drôle, mais le seul moyen pour moi d'avoir 2 coups d'avance, et c'est ce qui m'obsède tous les jours, c'est de me dire comment est-ce que mon entreprise finalement peut favoriser le bien-être au travail. Donc c'est finalement la seule motivation qui déroule, et après les résultats, la performance, la croissance, tout ça arrive naturellement derrière. Si vous avez une équipe qui est engagée, si vous avez une équipe qui est motivée, forcément elle sera créative. Et puis et vous allez surtout avoir une transparence qui fait que quand ça ne va pas, les choses sont dites. Et il y a un philosophe qui a écrit un livre qui est très intéressant, qui dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». On ne tombe pas dans de la béotie, on est vraiment dans une logique de se dire les choses simplement, sans forcément... Voilà, moi j'ai vu qu'il y avait 2 polytechniciens, je sais ce que ça peut représenter comme travail d'être polytechnicien. Évidemment, ce n'est pas un étendard 30 ans plus tard, mais moi, ça ne m'a pas choqué que vous le mentionniez, j'ai trouvé ça amusant. Oui, mais je comprends qu'il est plus offusqué. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre un peu de recul sur tout ça et arrêter de stigmatiser les choses et les gens.